Un rejet politique gravé sur l'argile, l'ostracisme par l'ostracon. Et si l'on parlait aujourd'hui de rebut, de déchets, si l'on faisait l'histoire de tout ce que l'on rejette, à Athènes, sur l'Acropole ou ses abords, les archéologues trouvent par milliers des ostracas. C'est ainsi que les Grecs appelaient ces pauvres objets, ces débris. Ça pouvait être un tesson de céramique ou un simple éclat de pierre, mais où ils avaient incisé le nom du magistrat, en règle générale, qu'ils voulaient exclure de la cité, qu'ils voulaient ostraciser, soit parce qu'il s'était montré trop important, soit parce qu'il s'était mal comporté. Avec les ostracas, nous ne sommes pas dans la grande histoire de l'écriture monumentale, celle qui s'affiche sur les frontons des édifices, sur les tombeaux, sur les monnaies, et qui chante la gloire des grands hommes. Non, nous sommes dans l'histoire matérielle de l'exclusion politique. Nous sommes dans l'invention des pratiques démocratiques de l'Athènes du 5e siècle. Comment contrôler les élites? Cette question a trouvé au fil des siècles d'autres solutions que l'ostracisme. La République romaine invente contre le pouvoir des consuls et du Sénat les tribuns de la plèbe, intouchables et chargés de défendre les simples plébéiens. Au début du XVIe siècle, Machiavel propose encore de s'inspirer de cette institution, meilleur moyen d'éviter l'arrogance des grands. L'Italie où il vit a trouvé, depuis la fin du Moyen-Âge, un autre remède à la confiscation du pouvoir, le tirage au sort des charges politiques. Une solution que plusieurs voix préconisent aujourd'hui pour pallier les imperfections du système représentatif, objet depuis la Révolution française de débats houleux. Comment s'assurer que les élus du peuple mènent bien la politique pour laquelle on les a élus? À la fin des années 1860, la gauche invente le mandat impératif. Le candidat accepte de se soumettre à un programme et doit régulièrement rendre des comptes à ses électeurs. Vaine tentative. Seules demeurent désormais les professions de foi pour rappeler leurs responsabilités aux élus. Une épée de Damoclès moins dissuasive sans doute que celle des ostracas athéniens. S'il y a bien quelque chose qui caractérise le monde des cités grecques, c'est un usage massif, public, de l'écriture. On grave tout le temps et on expose de l'écriture dans des espaces publics en permanence. Pendant très longtemps, les historiens ont pensé que cet usage public de l'écriture avait partie liée avec l'histoire de la démocratie. Puisque c'est l'idée de rendre public des décisions, de les rendre accessibles aux yeux de tous. En réalité, une des grandes difficultés à laquelle on est confronté, c'est quand même celle de savoir, mais combien de Grecs dans une cité du 5e siècle ou du 2e siècle avant notre ère étaient capables de lire? Est-ce que graver des textes, c'était forcément les rendre accessibles à tous? Et de ce point de vue-là, la question qui est celle du niveau d'alphabétisation des cités grecques est une question très très importante pour les historiens. On a 13 000 ostracas et plus de 10% de ces ostracas concernent Thémistocle. Là, on voit très bien que c'est le même individu qui a gravé à chaque fois Thémistoclès, fils de Néoclès. Voilà, on reconnaît bien la même main. Est-ce que ça signifie que des groupes politiques distribuaient à l'entrée de l'agora d'Athènes ces tessons aux Athéniens pour qu'ils excluent un tel ou un tel? L'autre question, évidemment, c'est celle de savoir si un même individu peut graver plusieurs ostracas. Est-ce que c'est tout simplement parce que nombre d'Athéniens n'étaient pas en mesure d'écrire? On n'avait pas la maîtrise de l'écriture et peut-être même aussi de la lecture. Faire l'histoire des ostracas athéniens et l'histoire de l'ostracisme à Athènes, c'est d'une certaine façon mesurer la distance qui nous sépare de ce qui a été la première expérience démocratique de notre histoire, l'Athènes des 5e et 4e siècles. Des hommes se réunissent sur l'agora d'Athènes et ils décident d'exclure pour 10 ans un des leurs qui n'a pas le droit de se défendre. Bon, de ce point de vue-là, il y a une certaine violence dans la procédure qui peut nous heurter. En même temps, l'ostracisme nous rappelle qu'au cœur du fonctionnement de la démocratie athénienne,
il y a l'idée de ce peuple souverain qui exerce un contrôle absolu sur sa classe dirigeante. Étudier l'ostracisme, et plus largement la démocratie athénienne, c'est aussi faire l'expérience de la dissonance, ou d'une dissonance entre ce qu'a été la démocratie ancienne et notre propre conception de la démocratie.